Bonsoir à tous et merci d'être présents avec nous pour ce nouveau podcast du Discord de la revue LCV. Et ce soir, nous allons discuter de l'écologie et des écosystèmes dans les jeux vidéo. Et pour en discuter, pour en parler, nous sommes en compagnie de Joël. Salut Joël. Salut. Salut Jérémy. Bonjour. Bonsoir Chéo. Bonsoir. Et salut Zanos. Et bonsoir. Donc ce soir, on a 4 joueuses et joueurs qui vont parler un petit peu de leur expérience, de ce qu'ils entendent par écosystème, par écologie aussi dans les jeux vidéo. On a aussi la chance d'avoir aussi quelques professionnels sur les sujets, donc ça va être intéressant de mêler tout ça, et je propose de démarrer tout de suite avec un premier tour de table déjà pour un petit peu définir ce qu'on entend par le sujet de ce soir. Qu'est-ce que ça veut dire en gros écologie, écosystème dans les jeux vidéo? Et donc là, ouais, vas-y Joël. Ok, pour moi en fait le principal dans cette thématique, c'est de voir un peu la représentation des écosystèmes et des interactions entre les animaux, entre les plantes et les animaux, et entre les humains et tous ces intervenants au sein des jeux vidéo, de voir comment ils sont représentés par les créateurs et de comprendre en fait quelle dimension ils peuvent apporter aux jeux vidéo. D'accord. Et donc toi, tu as aussi un petit parcours un petit peu spécial sur ces sujets, s'il me semble. Oui, parce que j'ai fait des études en écologie il y a quelques années déjà, et que j'ai pu travailler un peu, notamment sur les écosystèmes tropicaux pendant quelques années. D'accord, donc J'ai ça va arrêté être ça il y a intéressant. un petit moment. Ça va être intéressant à discuter un petit peu de tout cela. Donc à ton tour, Jérémy. Bonjour. Jérémy Chauvet. Alors, je partage à peu près la définition d'écosystème et d'écologie de Joc. Puis j'ai eu l'occasion en fait de voir ces sujets-là pendant mes études et pendant un petit peu ma pratique professionnelle en tant que... alors, je vais pas dire architecte parce que je suis pas inscrit à l'ordre, mais on est là-dedans. Et donc tout ce qui était vie et entretien du bâtiment, ce qu'on appelle l'énergie grise, et aussi en fait tout ce qui est habitat d'un bâtiment, parce qu'en fait il n'y a pas que les habitants qu'on espère qu'il y ait dedans, donc des hommes, mais il y a aussi possiblement d'autres choses qui habitent dedans, des choses qu'on peut considérer comme des nuisibles, des choses qu'on aimerait bien y voir, tout dépend de ces choses-là. D'accord, d'accord. Et donc toi, Chéo, qu'est-ce que tu entends un petit peu par ces mots-clés, par le sujet de ce soir? Eh bien, lorsque j'ai commencé à chercher ce que j'allais pouvoir vous raconter, je me suis aperçue déjà qu'il fallait que je vérifie un petit peu les définitions. Et très vite, je me suis aperçue que les termes de milieu, d'interaction entre des créatures, de relations entre elles, de cycle jour-nuit, toutes ces choses-là me parlaient beaucoup. Et du coup, je me suis intéressée à un certain nombre de jeux que je connais personnellement pour y avoir joué. Et aussi à des jeux que je ne connaissais pas du tout et qui sont très intéressants sur ce thème-là. D'accord. On va pouvoir y revenir au cours de la soirée. Et donc à ton tour, un petit peu, Zanos, de nous dire un petit peu ce que tu penses de tout cela. Beaucoup de choses, parce que c'est un sujet qui est assez vaste, et justement c'est bien qu'on commence par un petit peu parler définition et de bien poser les bases de ce qu'on entend, parce que par exemple on a intitulé le podcast écologie scientifique en lien avec le jeu vidéo, et écologie scientifique ça signifie quand même quelque chose de très lié au vivant, parce que là ce dont Jérémy parlait, bon, on pourra en discuter par la suite, mais c'est plutôt le côté peut-être environnement. C'est-à-dire que dans l'écologie scientifique, on s'intéresse aux écosystèmes en fait à plusieurs échelles du vivant, et peut-être que l'aspect habitant, ça vient en périphérie. Moi, je le considérais comme ça. Après, bien sûr, c'est à discuter. Et c'est aussi l'écologie quelque chose de très systémique. En tout cas, on l'analyse par des systèmes quasiment de règles, et je trouve que ça fait beaucoup écho au jeu de manière assez intrinsèque en fait, puisqu'on parle de systèmes, de règles, etc. Au-delà des représentations en fait qu'on peut en voir dans les jeux qui présentent des écosystèmes. D'accord. Donc là, à l'issue de ce premier tour, de table, moi je retiens quelques mots-clés quand même. Donc forcément, dans vos discours, il y a le concept de système qui revient fréquemment. Il y a un petit peu le fait de règles. Il y a les règles du jeu aussi. Il y a cette composition un petit peu entre les organismes vivants et le reste, le végétal. Enfin, ça fait partie du vivant, mais peut-être aussi qu'il y a des choses de ces systèmes qui sont non vivantes, à discuter avec vous.
Il y a quoi d'autre? Il y a aussi le fait finalement que il y a cette interaction entre tous les éléments du système. Et moi, la première question que j'aurais à vous poser, c'est quand est-ce que vous avez commencé à remarquer un petit peu ce genre de phénomène dans les jeux vidéo? Si je prends les premiers jeux style Super Mario, est-ce qu'on peut parler d'écosystème ou d'écologie scientifique dans Super Mario? Par contre, est-ce que dans les jeux plus récents, est-ce qu'il y a ces phénomènes que vous avez observés dans vos pratiques, mais aussi, pourquoi pas, dans vos recherches et dans vos travaux professionnels? Si tu peux, tu veux commencer, Joël? Pourquoi pas, oui. En fait, je pense que de la même manière que de Mario à Far Cry, pour prendre un exemple récent, les écosystèmes sont souvent vus de la même manière dans les jeux vidéo. C'est-à-dire qu'ils sont plus une ressource ou une utilisation d'une règle du jeu pour permettre la construction du jeu et pas forcément pensés comme des écosystèmes. C'est-à-dire que les cas les plus récents, l'écosystème, c'est un moyen d'aller crafter des objets et les interactions entre les éléments de l'écosystème ne sont pas du tout mises en valeur, enfin ne sont même pas envisagées en fait par le joueur et par les créateurs finalement. D'accord, donc pour toi, là, finalement, il y a un premier, ça soulève un problème au final. Oui, finalement, oui, c'est-à-dire qu'il y a une interaction entre le joueur et le vivant, mais les interactions au sein du vivant ne sont, elles, pas du tout visualisables et visualisées en fait dans le jeu, quoi. D'accord. Si tu as des exemples, si les autres veulent ajouter ou contredire, hein, n'hésitez pas. Si Jérémy, tu veux rebondir. Bah, ce que j'aime bien dans ce que dit Joël, c'est que effectivement, dans cette absence d'interaction, en fait, on manie que des objets transformés. Par exemple, dans du craft, dans des MMO, on va pas venir complètement. Si on prend un animal, on va le dépecer, on va obtenir directement du cuir. Et on voit juste une petite animation, mais techniquement, on le voit pas mettre la main à l'intérieur de l'animal qu'on dépèce, parce que ça, c'est des souvenirs de WoW. On a à chaque fois, on manie à chaque fois des outils transformés et on les combine et ça donne un autre un autre objet transformé, mais c'est pas forcément évident le lien entre l'un et l'autre autrement que par la recette de craft qu'on nous a donnée. Donc c'est assez intéressant. Et après, de ce point de vue-là de la ressource, ce que je trouvais intéressant, c'était tout ce qui était les phénomènes de pop et repop de la ressource, qui fait que même si en fait on a l'impression d'être dans effectivement un écosystème fermé à l'intérieur du jeu vidéo, eh ben, le fait qu'il existe des règles qui font que des ressources repop, en particulier dans les MMO, c'est des choses qui sont assez intéressantes puisqu'on se retrouve on a l'impression d'être dans un système qui est quand même ouvert. D'accord, donc il y a un peu cette question. Donc là, dans ton discours, dans ce que tu dis, finalement, il y a deux points qui t'intéressent. Il y a ce qui est caché aux joueurs. Donc on ne voit pas les actions, on ne voit pas, il n'y a pas d'animation, il n'y a pas de ces choses-là, mais on suppose un lien entre les actions. Et puis il y a un petit peu aussi cette question de l'abondance en fait des objets ou des loots ou ce type d'assets dans les jeux vidéo, si je résume bien. D'accord. Chéo, tu veux rebondir? Oui, et j'aurais aimé ajouter quelque chose dont je me suis aperçue en faisant des recherches sur différents jeux, que eh bien, selon l'objectif du jeu, en fait, selon son gameplay, le fait de représenter un écosystème vraisemblable n'est pas forcément pertinent. Notamment, comme le disait Jérémy, il y a tous les systèmes de dépop et de repop qui vont permettre un peu de simuler un cycle en fait, de renouvellement des ressources, mais qui vraiment ne peuvent pas être considérés comme réellement un écosystème. Parce que peut-être qu'à un moment donné, un réel écosystème nuirait au fun ou à ce qu'on cherche comme expérience. Et tu as des exemples, par exemple, là on a parlé de WoW, mais est-ce que, je sais pas, est-ce que Minecraft pour toi ça fait partie des systèmes où il n'y a pas de pop et repop? Parce que par exemple, voilà, les arbres, si on n'en replante pas. Eh bien, effectivement, Minecraft a un côté assez vraisemblable dans la mesure où, si on va, par exemple, on va tomber sur une plaine avec de très beaux acajou, on est content. Si on les coupe tous et qu'on ne va pas replanter derrière, quelles sont nos chances de retomber à un autre endroit sur des acajou parce qu'effectivement, ils vont pas repousser. Donc, il y a quand même un effort à faire de la part du joueur d'aller en quelque sorte respecter l'équilibre de son environnement. Après, j'ai l'impression que ce n'est pas le jeu où c'est le plus palpable. Je ne suis pas sûre. Ça se discute.
D'accord. Bon, voilà. Et Zanos, si tu veux rebondir sur tout ce qui a été dit. Oui, bah, c'est le cœur du sujet pour moi, c'est le côté représentation de ces systèmes écologiques, parce qu'on est effectivement, comme les trois l'ont dit à leur manière, face à des jeux qui sont assez artificiels par rapport à leur représentation d'un réel écosystème, avec soit bah, si quelque chose est complètement fermé et pas dynamique, ça va peut-être mieux au fun, et si quelque chose est en permanence renouvelé, bah, il est plus vraisemblable d'un point de vue écologique. Et en y réfléchissant, en fait, je me dis que c'est pas forcément quelque chose de si complexe que ça à amener dans un jeu, puisque bah, la recherche en écologie fait qu'on a des modèles de dynamique des populations, par exemple, où bah, je sais pas, une espèce d'herbivore, on va dire, bah, s'il y a tant d'individus, ils vont croître de temps telle année, et s'il n'y en a pas assez sous ce seuil-là, bah, ils vont tous disparaître. Et on peut imaginer un jeu où bah, si on chasse trop d'herbivores pour crafter notre ressource, bah, ils finissent par disparaître d'eux-mêmes puisqu'ils n'ont plus une population suffisante pour se reproduire entre eux. Et on peut imaginer les conséquences en cascade que ça peut avoir. Donc l'aspect fun peut-être qui perdrait de son côté immédiat, mais ça aurait plus un aspect de gestion, de faire attention à ce qu'on craft et de peut-être que les quêtes qu'on nous confie pour, par exemple, je sais pas, un PNJ qui nous demande de ramener 100 racines de je ne sais quelle espèce, bah, peut-être que si on fait ça, on va endommager l'écosystème et de nous questionner là-dessus. Et en y réfléchissant, j'ai pas trouvé de jeu qui en tout cas utilise des mécaniques de ce type-là. Mais en tout cas, du coup, finalement, ce serait super intéressant à ton niveau d'avoir peut-être un discours politique sur cette question. Bah, y a aussi de ça, parce que finalement, tout jeu qui présente un environnement, bah, il fait un postulat sur l'écosystème. Déjà, il nous place en tant que joueur à un endroit dans la chaîne alimentaire. Alors, peut-être le terme chaîne alimentaire n'est pas adapté, mais en tout cas, il nous place dans un rapport par rapport à cet écosystème. Si on peut être complètement détaché, être quelqu'un qui passe par cet écosystème et on ramasse des ressources, etc. Mais peut-être qu'il y a des jeux qui nous placent d'une manière un peu plus liée, par exemple Minecraft certainement, qui nous intègre plus dans l'écosystème, dans le sens où nos actes ils vont avoir une réelle répercussion sur le monde qu'on parcourt. Ouais, je vois que tes propos donnent vachement envie aux autres intervenants de réagir et je propose de commencer avec Joël. Oui, c'était par rapport aux jeux qui présenteraient des caractéristiques qui seraient plus ou moins réalistes en fait dans la gestion des écosystèmes. Je sais que il y a quelques années, Ankama avait comme projet sur Wakfu de réaliser ce genre de choses. Après, j'ai pas suivi le jeu, donc je ne peux pas vous dire ce qu'il en a été, mais justement, je voulais savoir si certains d'entre vous l'avaient essayé et si cette promesse d'une gestion des ressources communautaire par l'ensemble des joueurs avait été réalisée ou si ça s'en était éloigné et ça n'avait pas pu être fait finalement. Je vous laisse. Moi, pas du tout. Alors, Wakfu, c'est un univers qui ne me dit absolument rien. Peut-être les autres. Moi, je ne connais que le dessin animé lié à Wakfu. Je n'ai pas joué, donc je suis désolée, je ne sais pas. Ah, bon. Et moi non plus, mais ce que tu dis, ça renvoie au fait que bah, les MMO, ils sont particulièrement forts pour faire émerger des systèmes économiques. Alors pourquoi pas faire émerger des systèmes écologiques en soi. Oui. Puisqu'il y a la faculté de gérer par une communauté, effectivement, ça permet de créer ce genre de possibilités, parce que dans un jeu solo, ça va être plus complexe, puisqu'il y a un seul joueur qui peut soit décider de tout raser, soit de faire un reboot. Autant sur un univers persistant, multijoueur en ligne, ça a un sens en fait de créer ce genre d'environnement. D'accord. Jérémy, toi aussi, tu voulais réagir, il me semble. Tout à fait. Et, ce qui est bien, c'est que les dernières comment dire, réactions ont ajouté de l'eau au moulin. Il y a plusieurs jeux qu'on peut citer. Alors Zanos l'avait trouvé, et, l'avait partagé, qui était Echo, qui est un jeu qui est en bêta, qui nous met en place dans un système fermé, qui essaye de mettre en place des interactions entre un système et les joueurs, et qui met aussi en place un système de diplomatie, ou en tout cas de gestion par un groupe social de son territoire, on va dire. Donc ça, c'était un jeu qui était assez intéressant. Il y a Oxygen Non Included, pardon pour l'accent, qui est un jeu qui est très bien entre guillemets là-dessus, parce qu'en fait le gameplay part d'un défaut de ressources. C'est-à-dire que l'oxygène n'est pas renouvelé dans le milieu, mais pourtant les avatars des joueurs utilisent de l'oxygène pour vivre.
Donc le but du jeu consiste à créer de plus en plus de choses pour ensuite aller chercher d'autres poches d'oxygène pour vivre plus longtemps, voire en consommer moins en le raffinant ou en raffinant certains matériaux. Et enfin, dans les MMO, effectivement, il y a une économie de marché qui est assez intéressante avec tout ce qui est les bourses où on peut vendre des choses, les ventes aux enchères. Et c'est assez intéressant comment, en fait, après chaque DLC, par exemple, dans WoW, il y a une espèce d'inflation qui se fait automatiquement en gérant les différents objets et leur niveau de rareté. Et enfin, Minecraft est extrêmement intéressant aussi parce qu'il nous permet de parler d'énergie grise, c'est-à-dire que si on observe l'architecture d'une partie en survie, en créatif c'est différent, mais en survie, en fait finalement en récoltant les matériaux et puis en les organisant pour construire des maisons ou des bases, le joueur va créer en fait un réagencement des matériaux du milieu pour pouvoir créer son milieu à lui en fonction de ses besoins. Et c'est des choses qui sont assez intéressantes et qui permettent de repenser finalement un écosystème dans le sens où il y a des échanges par le joueur entre le milieu entre guillemets naturel, en tout cas procéduralement généré initial, et le projet du joueur derrière. D'accord. Et enfin, Chéo, toi aussi, tu avais des choses à nous raconter. Oui, tout à fait. Les Excusez-moi, j'ai eu un petit souci technique, c'est rien. Alors je disais, pardon, que les interventions des autres intervenants m'avaient également pas mal stimulée. Alors je comptais vous parler d'éco, mais c'est déjà fait, donc je suis assez contente parce que j'ai trouvé ça très intéressant, je ne connaissais pas du tout. Sinon, j'ai découvert qu'il existait un programme d'enseignement de l'écologie qui s'appelle EcoMove. Donc je sais que c'est proposé à Harvard et que ça utilise des environnements virtuels sur 2 semaines pour apprendre donc l'écologie, en fait, faire de la collecte de données, analyser les chaînes alimentaires, les habitats, rechercher des causalités. Donc, il y a ça dont j'avais envie de vous parler un petit peu. Après, pour parler plus de jeux vidéo vraiment, hein, plus que de programmes, il y a 2 jeux que je trouve assez impressionnants sur le côté vraiment écosystème, qui en plus est totalement central dans le gameplay et même dans la narration pour l'un d'entre eux. Il y a Don't Starve, qui je trouve est tout de même assez impressionnant dans la mesure où le joueur doit vraiment faire attention. Si on coupe trop d'arbres, on peut se retrouver attaqué par une espèce d'arbre gardien très offensif qui va venir vous voler vos affaires. Enfin, pardon, pas vous voler vos affaires, vous attaquer tout simplement. Si vous êtes amené à devoir tuer trop de créatures considérées comme neutres, c'est-à-dire non agressives, eh bien, vous risquez de vous retrouver poursuivi par une sorte de père fouettard qui vient d'un folklore germanique, je crois. Et on a un petit peu cette représentation de la catastrophe naturelle si le joueur fait une bêtise. Et de manière générale, on a des interactions entre les créatures. Par exemple, le soir, les araignées vont sortir de leur cachette. Si elles croisent des hommes cochons, il va y avoir des combats qui sont souvent un petit peu à la même issue. Hein, ça dépend du nombre de créatures. Pas mal de choses comme ça. Les chiens sauvages peuvent chasser. Et le joueur, en fait, doit s'intercaler là-dedans, trouver sa place dans la chaîne et essayer de respecter pour ne pas se retrouver lui-même finalement pénalisé au bout d'un moment. Et j'avais également envie de vous parler d'Ark, mais je vais peut-être laisser un petit peu de place pour les collègues. Je ne sais pas si quelqu'un a envie de réagir par rapport à tout ce qui a été dit, sinon j'ai d'autres questions. Donc on continue. Allez. Alors moi, il y a dans les trucs conto à des jeux de gestion, il y a aussi beaucoup des jeux de style MMORPG. Mais est-ce qu'il y a d'autres genres vidéoludiques qui se prêtent particulièrement bien à ce type d'écosystème? Par exemple, là, je pense au cas des mondes ouverts. Hein, Far Cry a été cité. Et il y a aussi un deuxième point sur lequel j'aimerais rebondir, donc en plus du genre vidéoludique, c'est finalement qu'est-ce qu'on entend par interaction dans l'écosystème. Parce que là, on a fait référence notamment donc à tout ce qui était système écologique. Mais dans vos discours respectifs, vous avez aussi abordé la question d'un système monétaire,
par exemple. Donc il me semble que c'était Jérémy qui a abordé les problèmes d'inflation que certains jeux vidéo pouvaient rencontrer. Et donc finalement, est-ce qu'on peut préciser un petit peu cette notion d'écosystème? Donc, première question, le genre vidéoludique. Et deuxième question, qu'est-ce qu'on entend finalement par écosystème? Joël, si tu veux te lancer. Je vais laisser la parole à Thanos, qui n'a pas pris la parole depuis un moment. Ah bah, si Zanos veut prendre la parole. Oui, côté genre vidéoludique, moi, en réfléchissant au sujet, ce qui m'avait pas mal marqué, c'est le fait que dans un jeu, on peut avoir plusieurs points de vue différents, naviguer entre des échelles. Enfin, c'est surtout le jeu sport, en fait, qui m'a fait penser à ça et qui renvoie pas mal à des... qui fait écho à pas mal d'éléments de l'écologie, comme la sélection naturelle. Et parce qu'on commence vraiment à l'état cellulaire, et puis on va développer notre espèce, puis après, on va devenir multicellulaire, on va sortir de l'eau. Bon, après, on va former un clan, etc. Et au-delà du fait où on retranscrit un petit peu une lignée évolutive, c'est qu'on passe d'interactions cellulaires, après à des interactions interindividuelles, et après à des interactions entre populations. Et c'est ça qui est compliqué dans la notion d'écosystème, c'est ces strates qui interagissent entre elles, entre strates et entre éléments d'une même strate. Et donc des jeux qui proposent de naviguer au cours quand on parcourt le jeu entre plusieurs points de vue. Alors pourquoi pas aussi naviguer d'un point de vue à la première personne pour incarner un individu et puis revenir après à quelque chose de plus macro comme un jeu de gestion. Et ça, c'est un potentiel que je porte et que Sport, je trouve, présente d'une certaine manière. Et donc ouais, voilà, j'ai un petit peu répondu aux deux questions à la fois. Mais pour résumer, c'est l'aspect que le jeu puisse proposer plusieurs échelles de visualisation qui fait écho au fait que dans un écosystème, eh ben, on a ces interactions entre échelles de visualisation, hein, de ce qu'est le vivant, et entre les éléments d'une même échelle. D'accord, d'accord. Donc toi, plutôt, hein, c'est vraiment, toi tu t'attaches plutôt vraiment à ce qui est relatif au vivant finalement. Oui, alors c'est vrai que j'insiste pas mal là-dessus, mais quand on considère une espèce, on a son biotope aussi qui rentre en jeu, c'est-à-dire son environnement dit. Donc c'est l'aspect ressources dont parlait Jérémy, par exemple. Enfin, c'est assez primordial parce que au niveau zéro des interactions qu'on appelle trophiques, donc des échanges de matière et d'énergie, il va y avoir les espèces qui vont utiliser la matière inerte minérale. Donc forcément, c'est extrêmement important. Joël, du coup, tu veux repartir pour un tour? Tu t'avais évoqué en fait l'idée de Far Cry ou de ce genre de jeu en fait, ou Metal Gear Solid dans les jeux récents dans lesquels on peut crafter sur de la plante ou de l'animal en fait. Et de voir qu'il n'existe pas d'interaction entre animal et végétal, c'est-à-dire qu'on pourrait imaginer dans ce genre de choses pour créer un système plus réaliste, plus complet, que les moutons puissent nous passer devant et manger la plante qu'on convoitait, ou ce genre de choses en fait. C'est-à-dire faire de l'interaction un peu plus poussée, enfin surtout créer de l'interaction entre les différents êtres vivants pour créer une vraisemblance plus poussée en fait que juste tous ces êtres qui vivent en parallèle en fait. C'est-à-dire que les espèces sont... Il y a des interactions entre moutons parfois, on va dire, dans un Metal Gear, mais les espèces vivent en parallèle, chacun dans leur niche, sans jamais se croiser en termes de gameplay finalement. Donc essayer d'améliorer ces choses-là, qui pourraient être intéressant. Donc finalement, c'est proposer des situations de jeu dans lesquelles plutôt le joueur n'est plus au centre de ce qui se passe. C'est-à-dire les PNJ, par exemple, peuvent avoir des interactions entre eux sans passer par le joueur finalement. Exactement, oui, finalement, ça revient à ça. Et Jérémy, est-ce que tu veux rebondir là-dessus? Alors, ouais, il y avait un genre vidéoludique que je trouvais très intéressant en tant qu'écosystème ouvert. A priori, c'est le Tower Defense. Je trouvais très intéressant en fait que le Tower Defense nous raconte finalement une sorte d'écosystème dans lequel on a des hordes de monstres qui se dirigent vers un objectif, et finalement cette horde de monstres est source de richesse et source d'agrandissement pour l'univers que le joueur est en train de créer. Donc soit il va créer un labyrinthe pour canaliser les monstres, soit le labyrinthe va être existant et il va devoir gérer finalement en construisant différentes tours. Et pour moi, c'était
la représentation finalement d'un univers, d'un écosystème ouvert, parce que sans cesse les ressources se renouvellent et l'univers croît uniquement parce que ces ressources sont là. Parce que si les monstres arrêtaient d'attaquer dans un Tower Defense, il n'y aurait plus de raison d'avoir des tours, et du coup il n'y aurait pas de raison pour le joueur de construire. Donc c'est assez intéressant que en fait finalement le déséquilibre de l'écosystème dans ce genre-là soit le prétexte pour que le gameplay se mette en place. D'accord, d'accord. Et donc à ton tour, un petit peu, Chéo, de nous raconter ce que un petit peu les réponses que tu proposes à tout cela. Eh bien, concernant les genres qui sont, à mon sens, les plus concernés par le fait de représenter des écosystèmes, au départ, j'ai bien sûr pensé, comme tu le disais, à tout ce qui est jeu de survie, de gestion, où on a une notion de ressources. Et j'ai également pensé en fait aux city builders, mais bon, ça reste encore des jeux de gestion. Et je suis tombée surtout sur une création issue de la dernière Ludum Dare. C'est un puzzle game, une sorte de taquin croisé avec un match 3. Je ne sais pas trop comment décrire son genre, mais toujours est-il que le gameplay est vraiment centré sur la notion d'écosystème. On va voyager de planète en planète, qui sont représentées sous forme de petits météores. C'est très simple graphiquement. Et le but est d'apaiser les tensions entre des créatures. Donc le terrain en fait représente le milieu. On va avoir quelques ressources naturelles qui vont avoir une importance pour telle ou telle espèce. Et on va devoir déplacer les créatures présentes afin de satisfaire leurs besoins et donc d'apaiser les tensions. Une fois ceci fait, on enchaîne sur un autre lieu. Et j'ai trouvé ça sympathique de voir le genre du puzzle game représenter aussi bien un système écologique, je trouve. Ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé d'assez sympathique. Après, je voulais vous dire quelque chose concernant les interactions entre des entités non jouables. Je pense notamment à SimCity, qui a un petit côté jeu de la vie. Je ne sais pas si vous connaissez le jeu de la vie de Conway. N'hésitez pas à demander. Ah bah peut-être si tu veux nous expliquer un petit peu brièvement Oui. le parallèle. Hein. Eh bien, alors le jeu de la vie de Conway, c'est un automate cellulaire. Hein, c'est un truc qui a été fait par un mathématicien. C'est pas vraiment un jeu. Hein. La seule entrée donnée par le joueur, c'est un état initial. On a une grille. Vous allez vous allez cliquer sur quelques cases. Ça va générer des cellules aléatoires. Et pour le coup, ensuite, on va lancer la simulation sur un certain nombre de cycles. Et les cellules vont interagir entre elles selon des caractéristiques. Il y en a certaines, alors je ne sais plus, hein, il y en a certaines qui mangent d'autres qui vont être du genre à se reproduire infiniment. Et au bout d'un moment, on va avoir comment dire, des sortes de patterns qui vont ressortir. Il y a même des gens qui ont trouvé, au bout d'un certain nombre de cycles, si on part de telle ou telle case, on va avoir un joli dessin, des choses comme ça. Et en fait, étonnamment, des jeux comme SimCity et même les Sims me font un peu penser à ça. À partir du moment où on va avoir finalement le joueur qui est un peu une sorte de dieu, qui va déterminer quelques lois, pas toutes, qui va avoir un impact sur les règles de la simulation. Et finalement, on a tout de même des éléments qui vont interagir. Dans SimCity, on va avoir le côté, plus on a une demande, plus on a de logements disponibles, plus il va falloir ensuite prévoir les emplois, ce genre de choses en fait. Ce ne sont pas du tout des entités organiques, mais il y a réellement des interactions entre elles et liées en fait à la carte, donc au milieu où elles se trouvent. Et dans les Sims aussi, on a un peu cet aspect-là, notamment avec un mode qui permet de booster un petit peu le réalisme de la progression. Voilà. Alors, de tout ce qui vient d'être dit, là, finalement, pour moi, je vais retenir à peu près une grande phrase, un petit peu tout ce qui a été dit, et notamment de ce que tu viens de dire, Chéo, je trouve que c'est hyper intéressant de formaliser finalement qu'est-ce qu'on entend par un jeu vidéo qui propose un écosystème. Et bien là, avec tout ce qui vient d'être dit, j'ai l'impression de définir cela de la façon suivante. Finalement, ce sont des interactions qui prennent place avec ou sans le joueur et qui sont contextualisées, donc soit par une map, soit par en tout cas un espace qui est finalement modélisé. Et la question qui me vient à l'esprit parce que vous avez fait aussi beaucoup référence à de nombreux jeux, c'est est-ce que un écosystème doit représenter, par exemple, l'écosystème que nous connaissons dans nos réalités respectives? Parce que là, tu as cité
tu as cité le jeu de la vie de Conway, qui propose une forme d'écosystème, en tout cas des interactions entre des entités non joueuses, qui sont contextualisées par une grille, mais c'est pas du tout représentatif, ça n'a pas spécialement un sens, ça ne représente rien. Donc est-ce que finalement, est-ce qu'un jeu vidéo avec un écosystème peut totalement s'émanciper d'une représentation d'un vrai écosystème, si on peut dire la chose de la sorte? Joël, je te laisse la parole. Je pense que personnellement que c'est nécessaire en fait de s'émanciper d'un trop grand réalisme. Ça serait une complexité qui n'est pas réalisable à l'heure actuelle, je pense. Et surtout, ça impliquerait que le joueur ne puisse pas avoir trop d'interactions possibles avec son environnement, sans quoi il pourrait le détruire très rapidement finalement. Et du coup, se concentrer sur des pans des écosystèmes qui sont les plus visibles à l'heure actuelle, puisqu'on ne va pas non plus s'amuser à représenter qui est d'ordre du microbien ou de ce genre de choses, et pour permettre d'avoir du vraisemblable, mais pas donc du réaliste à 100%. Donc finalement, c'est pas spécialement nécessaire. Nécessaire, non, mais faire quelque chose qui soit vraisemblable, c'est important, à mon sens, mais il ne faut pas aller non plus dans l'exhaustivité, sinon on va s'y perdre avec des systèmes qui seront beaucoup trop complexes. Et finalement, ce que tu entends par vraisemblable, c'est est-ce que toi, en tant que joueur, je sais pas, hein, les interactions entre les éléments du système vont te sembler cohérentes. C'est ça pour toi, vraisemblable? Oui, exactement, c'est-à-dire que d'avoir l'impression que ce système est vivant, même si on sait qu'il est virtuel, mais d'avoir une impression d'interaction entre les éléments du système sans forcément un besoin d'apport du joueur, mais que ce système, oui, voilà, qui est pas l'impression que tes ressources soient infinies non plus, comme c'est le cas à l'heure actuelle dans beaucoup de jeux, mais qui est une sensation d'impact, mais qui soit légère et qui est tout ce qui peut provoquer le vraisemblable, sans avoir besoin de représenter de manière exhaustive un écosystème. D'accord. Jérémy, tu veux rebondir? Oui, alors j'ai une référence qui vient tout juste de me popper en travers de la tête, mais il faut que je la recherche. Il va me falloir un petit peu de temps pour la retrouver. Ce que j'aimais bien aussi dans ce que disait Joël, c'est qu'en fait on est face à une représentation, et que de ce fait, on peut que essayer de chercher une vraisemblance, mais on va pas arriver à représenter exactement un écosystème. Donc il va forcément a priori être étranger à celui dans lequel on est, sachant qu'on n'arrive même pas nous-mêmes à en voir toutes les facettes. Donc et quitte justement à assumer ça, autant faire quelque chose de différent. Donc je pense que justement les jeux qui réussissent peut-être le mieux là-dedans sont des jeux qui vont proposer quelque chose qui est tout juste vraisemblable, mais qui va pas non plus essayer de copier entre guillemets à outrance, sous couvert de réalisme, les écosystèmes qu'on pourrait pratiquer tous les jours, parce que c'est déjà pour la machine c'est trop compliqué, et en plus ne serait-ce que avant que la machine le représente, il faut qu'une personne écrive finalement le jeu, et pour pouvoir écrire il faut connaître les écosystèmes dans lesquels on habite. J'espère que j'ai bien répondu. J'ai bien compris la question en plus. Mais ce que je veux dire par là, c'est pour résumer, on a affaire à des représentations, et de fait, comme c'est des représentations, on ne peut pas arriver à représenter quelque chose de réel strictement, parce qu'on est forcément limité par non seulement l'outil qui nous permet de faire la représentation, et en plus l'auteur. Et après, je cherche c'est Fate Tectonics. Je l'ai retrouvé, qui est un jeu en fait de tuiles qui permet en fait de simuler la genèse d'un monde, avec une cosmogonie qui nous aide pendant ce temps-là, et en fait il y a une interaction entre les différentes cosmogonies en fonction des actions du joueur, et en plus en fonction des actions de ces cosmogonies en réaction aux actions du joueur. Qui peut arriver à la fin à la destruction du monde via un espèce de Ragnarok. Donc c'est potentiellement intéressant comme titre, parce que en fait c'est le joueur qui crée l'écosystème, et c'est pas l'auteur du jeu qui le propose de fait au joueur directement.
Donc en fait là, pour toi, même si donc il y a l'auteur, le game designer du jeu qui va proposer une situation de jeu, en tout cas un contexte vidéoludique, et après donc le joueur va mettre en place, va faire quelques actions, mais ces actions elles-mêmes vont créer des interréactions, ouais c'est ça, des interréactions entre les éléments du jeu sans que le joueur soit obligé d'être présent. Et ce que tu valorises précisément, c'est pas le degré de réalisme ou de vraisemblance, c'est finalement les interactions, les interréactions qu'il y a vraiment entre les objets qui sont présents dans le jeu, sans forcément inclure le joueur ou la joueuse. J'ai bien résumé? Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Et tout ça avec l'idée de représentation et du fait on doit accepter qu'on n'arrive pas à tout représenter. Et en acceptant ça, on est capable justement de passer à autre chose et justement de faire des représentations qui savent ce qu'elles sont. Donc il y a aussi un petit côté suspension de l'incrédulité, c'est comment on la maintient finalement. Exactement. Voilà. Chéo, à ton tour. Eh bien, moi, je suis pas mal d'accord avec tout ce que j'ai entendu. Et effectivement, je pars du principe, quelque part, qu'un jeu, finalement, il s'agit d'une résolution de problèmes. Donc, on va nécessairement simplifier les choses. Et effectivement, qu'un écosystème soit vraisemblable, est-ce que c'est vraiment important? Ça dépend de la cohérence artistique, de tout ce qu'on recherche à transmettre comme expérience dans le jeu. Et en voyant notamment différents types de jeux comme les city builders qui n'ont pas d'être vivants, pouvoir être des écosystèmes complets. Moi, j'imagine finalement qu'on pourrait avoir des jeux qui vont représenter des écosystèmes absolument pas semblables aux nôtres. Là, moi, tout de suite, j'ai surtout des exemples qui sont tout de même très proches, avec des êtres biologiques, comme dans Ark, avec toute la chaîne alimentaire des carnivores, des dinosaures carnivores et herbivores. Et du coup, je suis assez curieuse de ce qui pourrait être fait dans ce domaine-là, pour le coup. Et donc Zanos, si tu veux rebondir. Ouais. Bah, concernant cette histoire de vraisemblance, je pense que les deux les éléments les plus importants, c'est déjà d'avoir quelque chose qui est autonome, enfin un environnement de jeu qui est autonome sans l'intervention du joueur, mais aussi que le joueur soit placé quand même dans cet environnement. Parce que si on voit se dérouler quelque chose d'entièrement autonome, du coup, nous, on ne ressentira pas forcément ça en tant qu'écosystème. Et après, pour cette histoire de est-ce qu'on doit vraiment être réaliste pour être vraisemblable, je pense pas, parce que déjà, j'en reviens à mon histoire toujours des échelles écosystémiques qu'on considère l'individu, la population ou même la cellule. Du coup, on peut se dire, un jeu, il se dit, moi, je prends le parti de représenter de manière vraisemblable les interactions entre des espèces. L'autre jeu, il va se dire, moi, je vais plutôt essayer d'être vraisemblable au niveau, je sais pas, de l'anatomie des différentes créatures que je présente. Et c'est intéressant déjà en soi. Et concernant l'aspect réaliste, je trouve que c'est même plus intéressant d'être confronté à un écosystème qu'on ne connaît pas, qu'on va apprendre à appréhender par rapport aux règles écosystémiques qui nous présentent. Et ça peut être, pourquoi pas, utile à des chercheurs en écologie pure qui vont se dire, je vais modéliser mon écosystème et je vais jouer avec lui, voir comment est-ce qu'il réagit à mes actions sur lui. Donc ça, c'est des éléments, des interactions comme ça, des allers-retours qui peuvent être intéressants. Donc la vraisemblance, en tout cas pour l'écologie, c'est pas une fin en soi, dans le sens de reproduire un écosystème existant. D'accord. Il y a, en fait, donc c'est intéressant, hein, forcément. Je ne sais pas si, par rapport à ce que tu disais, Zanos, alors dans ton discours, tu parles souvent en fait, il faut observer plusieurs plans. Donc, ok, on peut avoir une situation de jeu, mais à l'intérieur de cette situation, il y a il y a une échelle sur laquelle on doit pouvoir se déplacer pour observer. Est-ce qu'il y a des gens qui ont vu par hasard ou qui ont joué au jeu Everything? Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Alors moi, j'ai vu des gens y jouer et j'ai pas tout compris. Enfin, j'ai pas compris l'objectif du jeu, mais j'ai compris ce qu'on pouvait y faire. Ça a l'air très intéressant, je pense que je testerai. Je ne sais pas pour vous autres. Je connais pas comme ça, je vais regarder rapidement. Moi non plus, Ah, je n'ai pas testé.
Alors l'intérêt, si vous voulez, pour vous résumer un petit peu le jeu, si vous voulez, c'est un jeu qui a un postulat. C'est le postulat est le suivant: vous êtes toujours, peu importe que vous soyez un animal, un être humain, enfin un être humain est un animal, que vous soyez une plante ou que vous soyez un caillou, vous êtes toujours au milieu d'une échelle. Et donc c'est le postulat du jeu, et vous avez la possibilité d'incarner absolument tout ce que vous voyez. Donc vous pouvez incarner, vous commencez, il me semble, par incarner un ours, mais vous pouvez aussi incarner un oiseau, puis ensuite un champignon, puis ensuite un insecte, etc. Enfin, vous pouvez vous déplacer à tous les niveaux de grandeur de l'existence. Et alors moi, il y a quelque chose qui m'a frappé dans ce jeu, c'est l'animation des objets que vous pouvez incarner, qui est absolument pas qui n'est absolument pas représentative, qui est totalement irréaliste. Si vous voulez, d'ailleurs, il n'y a pas vraiment de frame pour créer un mouvement. Si vous voulez, quand vous êtes en ours, vous roulez sur vous-même, mais de manière inanimée. Donc il se trouve que finalement, c'est absolument pas réaliste, et pourtant le jeu arrive à vous faire ressentir cette présence d'une forme d'écosystème où tout semble à peu près cohérent. Et donc, du coup, j'aimerais bien, avec une petite question, mais peut-être que là, il faut que je donne la parole aux gens avant, c'était est-ce que finalement l'écosystème, bon, bah, une fois qu'il y a les interactions, une fois que ça semble cohérent par rapport à lui-même, est-ce qu'il a besoin d'autre chose? Mais avant, donc, Chéo, si tu veux rebondir. Alors, je tenais simplement à dire que tout d'abord, je trouve qu'il y a un côté très grotesque, je ne sais pas trop comment dire, au mouvement des créatures dans Everything. Et j'ai l'impression que le message du jeu se rapproche de quelque chose comme prendre conscience qu'on est un élément dans un tout, le côté unitaire en fait. Voilà. Ça, c'est intéressant, c'est de finalement faire apparaître le système comme unitaire. Jérémy. Ce que je trouvais assez intéressant, alors là je suis en train de travailler sur Team in Gold, dans un ouvrage qui s'appelle Marcher avec les dragons, qui nous parle de renouer en fait avec les imaginaires pour en finir avec la dichotomie nature-culture. Bon, une fois qu'on a passé ce speech, il faut qu'on voit un petit peu ce que veut nous dire l'auteur, et il est intéressant en fait parce qu'il essaye de nous décrire comment est-ce que en fait on peut essayer de comprendre les choses au-delà de ce qu'on nous a appris à les comprendre. Et en fait, Everything nous pose la question de dire est-ce que finalement les objets seraient capables de bouger? Est-ce qu'on serait capable d'avoir une interaction avec eux? Est-ce qu'ils pourraient nous parler? Est-ce qu'ils pourraient nous écouter? Et ces choses-là en fait sont assez intéressantes parce que en fait ça nous permet non seulement comme on parlait de représentation tout à l'heure, de sortir de notre représentation qu'on possède, et surtout d'activer nos imaginaires, et en plus, possiblement, de se donner l'opportunité d'en sortir, et puis d'en créer une nouvelle, pour avoir une compréhension différente du monde, et essayer de changer de regard. Et donc c'est ce qui est intéressant avec ce titre que je découvre à travers vous, parce que j'en ai jamais entendu parler ou vu ne serait-ce qu'un let's play avant. Mais c'est ça en fait c'est à ça que ça me fait réfléchir, c'est de dire, eh ben, quitte à justement ne pas faire les choses de manière vraisemblable, mais au moins on est dans une représentation, et cette représentation nous permet de nous sortir ponctuellement de notre vision du monde, qui est très centrée sur la dichotomie nature-culture, et puis de chercher d'autres explications à d'autres choses. Si votre nounours il est tombé de votre étagère, soit il s'est passé un truc et vous avez fait bouger votre étagère et le machin est tombé, soit peut-être que en fait il avait envie de tomber. Zanos, tu voulais réagir? Oui, c'est par rapport à cette histoire de changement de point de vue dans le jeu Everything. Si je comprends bien, on passe d'un individu à l'autre. Donc, parce qu'en fait, il va y avoir un changement de... On va se rendre compte qu'on est dans un autre endroit de la chaîne alimentaire, donc ce qu'on appelle le trophisme. Et par contre, on ne va pas changer d'échelle de visualisation de l'écologie. Désolé, je reviens encore là-dessus, mais c'est vraiment le caractère de l'écologie qui est une science qui va postuler que on a les cellules, on va les étudier d'une certaine manière,
Et les organismes qui sont composés de ces cellules, on les étudie d'une autre manière. On ne postule pas qu'un organisme, c'est la somme de toutes ces cellules. C'est quelque chose d'un peu plus. Et pareil pour les populations qui sont composées des individus qui la composent. Et ce que je disais dans Spore plus tôt, c'est qu'au début, on contrôle un seul organisme, et puis après, on va contrôler une communauté d'organismes. Et ça permet de se rendre compte que les implications à l'échelle d'un individu, c'est pas les mêmes qu'à l'échelle de toute une espèce. Par exemple, si quelqu'un qui va faire du comportement animal, il va se poser la question, enfin, il va postuler le fait que mon espèce, je sais pas, mon ours, il va essayer de survivre, alors que si c'est quelqu'un qui s'intéresse à la dynamique des populations, il va se dire, bon, mon ours, il agit non pas pour survivre, en fait, mais pour avoir une descendance qui se reproduit elle-même. Et ces changements d'échelle-là, ils sont intéressants à voir. Alors après, ça peut être fait en plusieurs jeux, hein, mais je trouvais intéressant dans Spore le fait qu'on a vraiment accès à ces différentes échelles-là. Donc finalement, c'était un peu une erreur de ma part de dire qu'il y avait différentes échelles dans Everything, puisque on s'attache toujours à l'organisme individuel, mais en tout cas l'organisme, le tout qui est composé des cellules et d'un peu plus. Donc c'est ça un petit peu... Ouais, en gros, mais c'est aussi intéressant parce que c'est très intéressant de voir quel est l'impact d'un individu à différentes échelles. Quel est l'impact d'un carnivore, d'un parasite, d'un herbivore. Donc c'est autre chose, c'est juste ça. Joël, ton avis un petit peu sur tout cela? Justement, je voulais rebondir sur ce que Zanos vient de dire. Effectivement, pour moi, ce jeu a l'air très intéressant, mais pas d'un point de vue d'échelle, comme Zanos vient de l'expliquer, mais plutôt d'un point de vue de visualisation de la biodiversité, de voir que à la même échelle d'individus, la variété de la biodiversité permet d'avoir des situations très différentes, que l'on soit un insecte ou un oiseau. Voilà. Et le côté prédateur-proie, mais toujours à l'échelle individuelle et non pas remise en place dans un écosystème complet qui serait une autre échelle, effectivement. Donc, après, on a un peu fait le tour sur le sujet, donc ça sera à peu près tout bon. D'accord. On arrive bientôt à la fin de ce podcast, mais avant de passer aux conclusions, j'ai une toute dernière question, parce que figurez-vous que 2017 a été... alors tout d'abord, n'est pas encore fini, mais quand elle sera finie, on pourra dire que 2017 a été une année charnière, peut-être, potentiellement, dans l'histoire, puisque nous avons eu la sortie du dernier Zelda. Donc chaque Zelda est un événement en soi, mais le dernier Zelda a été acclamé notamment pour la cohérence de son univers. Et notamment, on a vu émerger le concept de jeu système. Donc moi, ce qui m'intéresserait un petit peu de discuter maintenant, c'est qu'est-ce que vous pensez de ce concept? Est-ce que parler de jeu système, c'est pertinent? Est-ce qu'aujourd'hui, dans le turfu du jeu vidéo, est-ce que tous les futurs jeux doivent présenter une cohérence aussi bien fichue que celle de Zelda, donc le souffle sauvage, ou est-ce que quand même on peut totalement s'émanciper en se disant que finalement les écosystèmes c'est sympa, mais bon, voilà, ça c'est pas obligatoire. Si Joël, tu veux te lancer. Ouais, avec plaisir. Alors, j'ai assez peu joué à ce Zelda, qui m'a l'air très très bien, mais j'ai pas eu beaucoup de temps malheureusement. Par contre, ce qui ressort de ce que tu expliques, c'est un peu ce que j'essaie de dire tout à l'heure sur MGS ou Far Cry, enfin voilà, ces jeux qui rajoutent de la cohérence donc dans un monde ouvert. C'est ces jeux à monde ouvert qui manquaient de cohérence selon moi. Là, ça se trouve un peu mieux par rapport justement à ce que tu expliquais. Après, n'y ayant pas joué ou très peu, ça va être dur pour moi d'aller plus loin sur ce sujet. Je laisse la parole avec Mais peut-être aussi sur d'autres jeux. Par exemple, on sait que Horizon Zero Dawn a beaucoup souffert, alors à juste titre hein, peut-être, mais en tout cas a beaucoup souffert de la comparaison avec Zelda. Donc je sais pas. Est-ce que toi, en sachant que Zelda existe, est-ce que tu t'imagines jouer au prochain Assassin's Creed, sachant que l'écosystème du prochain Assassin's Creed ne sera probablement pas aussi parfait que celui de Zelda? Est-ce que toi, pour toi, ça va changer quelque chose?
Je pense pas attendre la même chose d'un Assassin's Creed que d'un Zelda, en fait. C'est aussi ça qui va changer, c'est-à-dire que les attentes conditionnent un peu aussi le ressenti par rapport au jeu. C'est-à-dire qu'on attend beaucoup plus d'un Zelda de ses innovations que d'un Assassin's Creed. Il faut être honnête qu'un Assassin's Creed, on attend de grimper à des tours et découvrir la carte. Ça va être à peu près ça. Mais effectivement, on attend plus une vie urbaine et du coup humaine, foisonnante dans un Assassin's Creed, pas un écosystème complet. Au sens. Donc finalement, l'écosystème aussi dépend beaucoup de ce que l'on attend du jeu. Et en fonction des attentes, finalement, c'est pas si grave si l'écosystème n'est pas le mieux représenté qu'il soit. Voilà, en fonction des attentes qui sont liées aux promesses aussi faites par les créateurs. C'est-à-dire qu'on peut revenir sur l'exemple de No Man's Sky qui a été vendu comme on va dire un générateur d'écosystème complet, aléatoire dans tout l'univers avec un nombre infini de combinaisons, et on s'est rendu compte assez vite que c'était pas tout à fait le cas. C'était poli. Pour rester poli. Jérémy. Bizarrement, je trouve que d'un point de vue open world, ce Zelda me paraît assez classique finalement, surtout dans la question du pop, des pop qu'on avait développé au début. C'est-à-dire que bon, il est assez stylisé, hein, puisque il me semble que c'est la nuit de la lune rouge qui fait repop tous les monstres. Mais finalement, c'est pas un système fermé. Donc il y a pas de rareté. Il n'y a pas de rareté des matériaux et des ressources. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement le moteur physique permet des choses qui sont intéressantes. Et peut-être qu'on a quelque chose là-dedans qui en fait sa particularité de ce Zelda, c'est-à-dire que les joueurs, en tout cas dans les premières semaines, il y a eu des découvertes, il y a eu des gens qui ont été inventifs, qui ont trouvé des manières de se déplacer qui étaient nouvelles, donc il y a eu une recherche vis-à-vis des joueurs sur comment finalement s'approprier cet écosystème et ses règles, et c'était peut-être ça le moment le plus intéressant à mes yeux de la sortie de Breath of the Wild, c'était les gifs plus ou moins spoilants qui sortaient au début, mais qui montraient des équipements spéciaux, des manières de se déplacer, et aussi ce qui est assez intéressant, c'est que l'équipement était assez ouvert dans ce Zelda. C'est pas le premier où on peut avoir toutes les pièces de l'équipement dès le début, mais c'était quand même assez incroyable de voir que tout le monde au moment de la sortie avait les mêmes outils en main, et que chacun avait sa propre manière de se créer son propre écosystème à l'intérieur du système du jeu. Donc c'est très intéressant aussi, s'il y a un petit peu cette... C'est vrai qu'on n'a pas abordé la question de la découverte de ces écosystèmes et du merveilleux qui peut y être lié. Et ça aussi, c'est intéressant que tu l'aies mentionné. Chéo, si tu as des choses à ajouter aussi, bien sûr. Eh bien, je n'ai pas eu le plaisir et l'honneur de tester Zelda. Voilà, je l'ai pas encore C'est fait. vraiment dommage. On est tous à plaindre, je crois. Ah oui, non, mais c'est très triste, j'en souffre à chaque instant. Mais plus sérieusement, j'ai l'impression, comme le disait Jérémy, qu'effectivement, ce qui est très important dans l'intérêt de tels systèmes de jeu, ça va être finalement la façon dont le joueur va s'insérer dedans. Effectivement, le côté observation du milieu et adaptation, finalement, qui peut se faire de différentes façons, a priori. Et ce que tu disais, Esteban, sur le concept de jeu-système a fait écho dans ma tête au jeu de rôle papier. Et je me suis dit que, comment dirais-je, avoir tout un système avec des lois très, très définies, avoir des interactions entre les différentes entités. Non, personnellement, je ne crois pas que ce soit forcément l'avenir du jeu. Enfin, je ne crois pas vraiment que ce soit adaptable à tout et n'importe quoi, et que, encore une fois, on va devoir se poser la question de l'intérêt par rapport à ce qu'on veut faire vivre aux joueurs dans son jeu, en fait. Voilà. Donc oui, il y a deux choses que je vais retenir à l'issue de ce podcast, notamment dans ce que tu viens de dire. C'est tout d'abord, il y a, comme Joël, il n'y a pas forcément une obligation maintenant pour développer des écosystèmes aboutis,
Par contre, il y a une remarque que tu as faite que je trouve vraiment hyper intéressante, c'est le potentiel et ce qu'on appelle la contingence, en fait, les possibles que le joueur peut faire, peut exécuter, les actions possibles que le joueur peut exécuter. Et finalement aussi, ce qui caractérise, à travers ce que tu viens de dire, ce qui me semble caractériser un jeu système, c'est une possibilité assez même très très grande d'interaction avec l'environnement, si je résume bien ce que tu dis. J'ai l'impression que c'est plutôt bien résumé, oui. L'impression que dans ces jeux-là, finalement, le joueur va trouver lui-même en fait comment s'intégrer, de quelle façon en fait il va pouvoir interagir selon sa façon à lui de jouer et ce que l'environnement lui propose. J'ai l'impression qu'on parle un peu de gameplay émergent, dites-moi si je me trompe. Oula, ça c'est une notion qui est discutée en tout cas, mais je crois qu'on comprend tous le concept, il me semble. Peut-être rapidement ce que ça veut dire, si tu veux définir quand même. J'espère pouvoir en faire une très bonne définition. Je vous laisse reprendre en cas de besoin. Pour moi, le gameplay émergent, c'est le gameplay que le joueur se crée en cherchant ce qu'il lui est possible de faire dans le jeu. Par exemple, utiliser une façon de réussir un niveau qui n'est pas, je dirais peut-être pas prévu parce que tout est plus ou moins déterministe dans un jeu, mais qui serait pas la plus évidente pour les développeurs, en fait, qui non attendue. D'accord. Et donc tu voulais rebondir par rapport à ça, ou donc pour toi finalement ce qui va être émergent, c'est une caractéristique des jeux systèmes. Tout à fait, ouais, c'est bien ce que je voulais dire. Ok. Zanos, à ton tour. Ouais. Donc moi pour le coup, ce Zelda, je l'ai fait de fond en comble. Enfin, Ah, enfin. donc vous avez tous dit des bêtises. Hein. C'est un jeu parfait. Non, c'est. Alors, pour le coup, je le trouve extrêmement bien fait dans la sensation de découverte. Et surtout en termes de game feel, où on va vraiment avoir des sensations de découverte assez hallucinantes. Par contre, je rejoins vraiment Jérémy pour l'aspect, finalement, tout est ultra abondant, on a de la régénération régulière des ennemis. Il y a un phénomène qu'ils ont bien nommé, hein, la lune de sang, donc ils ont mis un nom sur ce système-là. Donc en termes de vraisemblance d'écosystème, pour le coup, il n'y en a pas trop. Par contre, en termes de sensations, c'est complètement le cas. Et c'est vrai que ce que dit Chéo par rapport à l'émergence, c'est le cas dans ce Zelda. Et imaginons un jeu qui aurait pour le coup un système écologique vraisemblable. Pour continuer ce que dit Chéo, l'émergence, là, ce serait génial dans le sens où on incarnerait l'individu d'une espèce et qui doit survivre et qui va faire émerger des nouvelles particularités. Et finalement, c'est ce qui se passe dans la nature, c'est qu'il y a des individus d'espèces qui font émerger des nouvelles possibilités et ça donne de nouvelles espèces. Donc ce serait presque faire de la spéciation dans un jeu vidéo. Donc pour le coup, Zelda, pour moi, il n'est pas dans ce créneau-là, mais peut-être qu'il donne des pièces à assembler avec des jeux qui sont peut-être plus vraisemblables d'un point de vue écologique pour faire quelque chose de vraiment détonnant sur ce sujet-là. Jérémy, tu veux rebondir, il me semble. Oui, sur 2 points, il y avait le... Alors pour revenir sur le gameplay émergent, j'ai un peu taunté dans le chat en disant RP vegan de Zelda Breath of the Wild, mais en fait ce qui est important aussi c'est, et il me semble que Chéo l'a abordé, donc je dis pas quelque chose de nouveau, c'est la manière dont le joueur non seulement... En fait c'est ce qu'on va proposer aux joueurs, c'est ce que les auteurs du jeu vidéo vont proposer aux joueurs, et c'est aussi les propres limites que le joueur va s'imposer. Donc s'il se dit moi j'ai pas envie d'utiliser, par exemple dans Morrowind, je l'ai vu passer, j'ai pas envie d'utiliser de lance ou de gourdin, et ben le gars, même si, ou la meuf, même si on lui propose d'utiliser ces choses-là, parce que il a décidé qu'il ne l'utiliserait pas, alors à ce moment-là il ne va pas le faire, et il va se couper d'une partie des échanges pour une raison ou une autre. Et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que ce qu'on propose aux joueurs de faire, il y a aussi les propres limites qui se met. Et il y a une chose aussi que je voulais aborder, c'est tout ce qui est gameplay asymétrique, que je trouve assez intéressant, parce que jusque-là on a cité beaucoup de jeux qui font que les joueurs partagent ensemble le même point de vue,
Ce qui est c'est intéressant, c'est on travaillait sur l'opposition joueur et jeu, et il y a aussi une possible opposition dans un gameplay asymétrique joueur et joueur avec un autre point de vue différent sur le même univers, le même écosystème. Et ça, c'est quelque chose qui est en train d'évoluer. Il y a beaucoup de jeux qui sont en train de commencer à sortir ces choses-là de manière assez intéressante, et je pense que si on veut parler d'évolution future, je pense qu'il y a beaucoup de choses à aller chercher par là. D'accord, donc là par exemple, on peut imaginer un joueur qui jouerait à un jeu en FPS parce qu'il incarnerait un individu qui va au combat, et un autre joueur qui lui va plutôt jouer à ce jeu d'un point de vue RTS, et il gère un ensemble d'unités, et il demande et il envoie des ordres aux joueurs qui incarnent ces unités par exemple. Ça fait partie, ça pourrait être intéressant, et ça fait partie de ta définition de ce que tu considères comme pouvant être aussi un écosystème intéressant, asymétrique, enfin qui propose des interactions asymétriques. Et donc là, ce serait, ça fait partie de ta définition en tout cas. Et ce genre d'expérience existe déjà, parce que Battlefield 2142, par exemple, auquel j'ai pu jouer, il y avait le poste de commandant et le poste de soldat sur le terrain. Et on pouvait comme ça switcher de l'un à l'autre via un tirage au sort. Chéo, pardon, excuse-moi. Tu veux rebondir? Oui, je voulais faire un petit ajout par rapport à ce qui a été dit. Le côté, donc cet aspect de gameplay émergent dans les jeux à système, j'ai pensé également, encore une fois, à Ark avec le fait que on va avoir une organisation idéalement par tribu, donc un fonctionnement social, et finalement, les objectifs que la tribu va décrire, l'histoire que les gens font se raconter finalement en jouant ensemble, va beaucoup dépendre de leurs choix technologiques, leurs choix géographiques tout simplement, et même diplomatiques vis-à-vis des autres joueurs. Et en fait, c'est vraiment ces éléments-là qui vont leur permettre de trouver leur gameplay à eux en fait. Qu'est-ce qu'ils vont faire au moment où ils se connectent dans le jeu. Ouais. Et donc finalement, Joël, toi aussi, tu as eu envie de rebondir à un moment. Oui, c'était rapidement sur l'idée de plusieurs gameplays pour un seul jeu avec le commandant et le soldat, et ce genre de choses, qui était envisagé par l'utilisation en fait, de plusieurs devices différents, avec notamment l'arrivée de HoloLens ou ce genre de choses qui permettrait, comme l'avait montré Microsoft, de visualiser une scène complète où là, en fait, on aurait justement la vision du commandant, et les gens qui seraient plus sur un PC ou même avec un casque de réalité virtuelle, qui eux seraient sur le champ de combat directement et n'auraient pas la même vision du tout, effectivement, que le commandement. Donc finalement, l'écosystème proposé dépasse aussi le simple cadre du jeu, donc le code informatique, mais on peut le retrouver aussi dans tout ce qui est hardware. Donc c'est à ce moment-là aussi où ça devient très très intéressant de voir ce qui va se passer dans le futur. Exactement. Il est 22h10, ça fait maintenant un peu plus d'une heure que nous sommes en train de discuter sur ce sujet passionnant. Malheureusement, ça va bientôt être l'heure de s'arrêter, alors je vous propose de conclure un petit peu sur ce que vous avez retenu chacun de notre discussion de cette soirée, et s'il y avait des points que vous auriez aimé approfondir un peu plus. On commence par Joël. Je vais laisser la parole aux autres parce que je commence à chaque fois, donc j'ai envie de. D'accord. Alors si quelqu'un veut prendre la parole, ou je tire au sort. Je propose d'essuyer les plâtres. Ce que j'en retiens d'un point de vue personnel, je laisserai les autres tout à fait compléter, c'est que en fait on s'est pas mal on a pas mal parlé d'échanges, non seulement entre des joueurs, mais aussi entre le joueur et le jeu, et aussi de tout ce qui était des questions de point de vue. On a parlé un petit peu de gameplay émergent parce que justement les auteurs et créateurs du jeu vidéo pouvaient donner des libertés de gameplay. Et enfin, on a parlé j'ai perdu. On a parlé de vraisemblance et qu'il y a des limites au fait que un écosystème dans un jeu vidéo a priori est une représentation
d'un écosystème et que ça serait malvenu entre guillemets d'essayer de venir chercher du réalisme là-dedans et plutôt d'assumer de passer par une vraisemblance quitte à faire quelque chose qui est justement pas du tout réaliste. Est-ce que quelqu'un veut compléter ou partir dans une autre direction? Moi, j'aurais simplement voulu dire que je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit, qu'on a de toute façon beaucoup évoqué tout au long de la conversation. J'aurais simplement voulu ajouter quelque chose. Il y a un aspect que j'aurais aimé étudier, et je l'ai fait un petit peu, mais j'ai manqué de temps malheureusement. J'ai l'impression qu'il y a très peu de ressources à ce sujet. J'aimerais savoir s'il existe des modes, des modifications donc pour des jeux existants qui viendraient donc améliorer des écosystèmes ou carrément même les intégrer. Donc par exemple, des modes qui rajoutent des systèmes de règles, qui rajoutent par exemple des espèces animales, qui rajoutent toutes ces choses-là. C'est ça, oui, tout un système de contraintes qui, encore une fois, amènerait à un système plus vraisemblable, si je puis dire. Donc ça, eh bien peut-être que le premier podcast sur les modes peut te donner quelques pistes enfin, en tout cas, est-ce qu'il peut peut-être te donner des directions? Malheureusement, je ne peux pas t'en dire plus. Si quelqu'un d'autre veut rebondir par rapport à ça, bon, pas spécialement. J'ai une réponse. D'accord, vas-y, lance-toi. Pour pratiquer un jeu en particulier, je sais que Minecraft est complètement saturé de modes qui vont rajouter des biomes supplémentaires, des animaux supplémentaires, des manières de jouer supplémentaires. Et surtout à une époque, Minecraft a rajouté, enfin des mods, avant que Minecraft officiel le fasse, rajouter tout ce qui était faim, soif, et ces choses-là, et qui incitaient du coup le joueur à avoir plus d'échanges avec l'écosystème dans la manière de se substanter, afin de pouvoir rester vivant, encore une fois, dans une optique de survie. D'accord. Chéo, ça répond un peu à ta question du coup? Alors oui, tout à fait, et encore mieux que ça me rappelle que j'ai joué avec ma nièce à un mode pour Minecraft qui a été créé, je crois, par une ONG ou une association de défense des animaux. Ça s'appelle We Are the Rangers, et il s'agit finalement d'une modification où le jeu se situe donc en Afrique. On a on a un grand nombre en tout cas d'espèces présentes en Afrique, des éléphants, des zèbres, toutes sortes de choses comme ça. Le décor est assez différent et l'objectif finalement c'est à travers des PNJ qui sont intégrés, d'apprendre aux jeunes quels sont les dangers de la chasse trop importante, il faut traquer des comment dire merci, des braconniers, voilà, c'est ça. Tout à fait, sauver des bébés éléphants coincés dans des trous. Et effectivement, du coup, ça prouve en effet que Minecraft est un sacré terrain pour ce genre d'expérimentation. Et donc à travers le jeu, c'est de dire c'est d'avoir un discours sur notre propre écosystème que l'on a finalement en Afrique, sur la planète Terre, quoi. Tout à fait, c'est ça. Et de la même manière, je me rappelle avoir lu que sur des jeux comme les SimCity, il y a réellement eu à un moment donné des utilisations à but pédagogique, que ce soit pour de l'architecture, de l'urbanisme, tout ce genre d'éléments. D'accord. Zanos, Joël, si aussi vous avez des éléments de conclusion à apporter, je vous laisse. Vas-y, Zanos. Alors moi, je vais pas reprendre le déroulé de ce qu'on a dit, puisque Jérémy l'a très bien fait. J'ai plutôt parlé de choses dont on aurait pu parler, enfin quelques éléments que je m'étais noté. Déjà, en fait, en réfléchissant à tout ça, je me suis dit qu'il y a quand même énormément de points théoriques qui sont communs entre la théorie du jeu vidéo et la théorie écologique. Donc je vais pas tout dire, mais ne serait-ce que par exemple le fait qu'une espèce, quand on va caractériser le fait qu'elle décide de changer d'habitat, enfin, d'aller dans un autre, on postule le fait qu'elle établit le risque qu'elle va encourir, le gain qu'elle va avoir à aller à un autre endroit, et l'état dans lequel elle est, est-ce qu'elle peut encourir ce risque pour avoir ce gain? Et ça fait beaucoup penser à la triangulation état-risque-récompense qu'on peut avoir pour les
pour qualifier l'état des joueurs, en fait. Et bon, après, il y a le lien tout naturel de la théorie des jeux qui est utilisée en écologie comportementale. Et enfin, tout ça pour dire qu'il y a plein de liens assez théoriques entre le jeu et l'écologie. Et du coup, potentiellement, il y aurait plein de concepts écologiques qui pourraient servir de base à de nouveaux gameplays, et à l'inverse, d'utiliser les jeux pour expérimenter des modèles écologiques. Donc je pense qu'il y a des échanges assez intéressants entre ces deux domaines. Et ensuite, je voulais aussi mentionner quelque chose d'un peu plus méta par rapport au sujet, c'est que, en soi, l'objet ludique qu'est le jeu vidéo, il a un coût écologique dans la réalité. Si on joue sur un support physique, il y a la cartouche, le disque, ça va faire des déchets. Si on joue en ligne, il va y avoir des échanges serveurs qui a de l'énergie qui est dépensée. Donc c'est assez marrant de voir que ce lien entre écologie et jeux vidéo, il transparaît même dans la réalité de l'objet en lui-même. D'accord, donc là c'est vraiment là où on pousse la discussion jusque dans ces derniers retranchements et où on commence vraiment à s'attaquer finalement au support physique de l'activité vidéoludique qui impacte plus ou moins différemment en fonction du type de jeu, etc. Et on pourrait même aller jusqu'à se dire que un jeu, un jeu qui présente un écosystème, il a certes un coût écologique, donc négatif, mais par contre, le fait qu'il puisse potentiellement sensibiliser à ces questions-là, ça a un contre-coup bénéfique. Donc, il y a plein de petits éléments comme ça, un peu méta, qui seraient intéressants à détailler. Et enfin, donc Joël, si tu veux avoir le mot de la fin. Avec plaisir. C'était pour rajouter en fait sur ce qui aurait pu être traité avec les interactions avec, en fait, au-delà du vivant, tout ce qui compose aussi les écosystèmes, que ce soit la lumière du soleil ou la température, le sol, en fait, tout ce qui est vraiment aussi au cœur de ces écosystèmes, qui serait ajouté et qui rajouterait encore de la complexité au débat possible. Et pour rebondir sur les dernières choses que Zanos a pu dire, je sais qu'il y a à l'heure actuelle des études qui commencent à être menées sur les différences d'impact entre la création d'un jeu en version boîte et son exploitation même sur un PC personnel, c'est-à-dire avec une carte graphique dédiée qui est chez chacun d'entre nous, ou le coût énergétique de fermes de serveurs qui seraient utilisés comme le Netflix du jeu vidéo par des entreprises comme Blacknut à l'heure actuelle en France. De voir quel serait le plus rentable en fait en termes énergétiques et en coût carbone par exemple pour une méthode de calcul déjà connue. Voilà, tout ça c'est à suivre pour la suite et le développement de ce qui est de l'écologie autour du jeu vidéo et non plus dans le jeu vidéo pour le coup, et qui pourrait faire le sujet d'un autre podcast. Mais oui, tout à fait. On pourra l'inscrire à la liste des futurs podcasts. En tout cas, ce sera très intéressant de vous avoir pour discuter de ces prolongements finalement. Donc, merci à tous les quatre. Donc, encore une fois, Joël, Jérémy, Chéo et Zanos, merci vraiment d'être intervenus ce soir. Je retiens, donc moi, je vais retenir trois grandes lignes un petit peu de tout ce qui a été dit vraiment et de tout ce que vous nous avez partagé. Globalement, chez vous, ça a été la notion, l'importance des interactions joueur-machine, mais aussi machine-machine ou joueur-joueur. Tout ça, ce sont des choses à prendre en compte finalement pour la vraisemblance, pour la cohérence ou l'écosystème en tout cas, qui, quant à lui, ne doit pas forcément être le plus complexe, qu'il soit pourvu qu'il semble cohérent par rapport à lui-même. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est souvent ressorti dans vos propos. Et donc, voilà un petit peu ce que moi je vais retenir en tout cas, et ce que les autres pourront aussi entendre à la fin de ce podcast, à travers tous les échanges qu'il y a eu pendant cette soirée. Encore une fois, donc merci à vous quatre. Merci vraiment d'être intervenus. J'en profite pour remercier aussi les organisateurs du podcast que sont Sig et Yuriki qui ont géré tout un peu la logistique. J'en profite pour remercier aussi les personnes qui sont en train d'enregistrer le podcast puisque c'est aussi grâce à elles que nous allons pouvoir le diffuser sur la chaîne YouTube. Et donc sur ces bonnes paroles, encore une fois merci beaucoup. À la prochaine. Plein de bisous. Salut. Salut. Au revoir. Merci. Salut.